Bonjour à tous. Donc, comme le disait Maëlène, je vais vous parler d'un engrais qui a une petite histoire de 150 ans, le guano de poisson, et donc qui est produit par la société Angibaud. Et je vais prendre quelques minutes pour vous présenter Angibaud. Donc, c'est une société qui s'appelle Angibaud d'Euromes et Spécialités, qui est une filiale de CED, qui est elle-même une filiale de Veolia. Et c'est une société qui fabrique et qui commercialise des engrais de spécialité. Donc engrais organiques, organominéraux, minéraux, sous forme poudre, granulés, bouchons, liquides, apportés au sol ou en foliaire, donc qui permet d'imaginer des programmes de fertilisation relativement complets. C'est une société qui est en fait issue de la fusion de trois sociétés, Angibaud d'Euromes et la Méditerranéenne, et qui existe toujours sous forme de marque de produits aujourd'hui. Et qui sont des sociétés qui ont été créées dans les années 1860-1870, avec d'Euromes qui a conçu le premier procédé européen de fabrication d'engrais organiques, et Angibaud qui a créé un procédé de fabrication du guano de poisson qui existe toujours. Donc en fait, c'est une société qui, un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, faisait dès la deuxième partie du 19e siècle de l'économie circulaire sans le savoir. Et aujourd'hui, c'est toujours quelque chose qui est très important chez Angibaud, d'utiliser des matières premières et des coproduits pour fabriquer des engrais, puisque 60% des matières premières utilisées aujourd'hui sont issues de l'économie circulaire, et ça apporte aussi tout son sens par rapport à son appartenance à Veolia. Voilà pour Angibaud. Donc, qu'est-ce que c'est que le guano de poisson ? Non, nous n'avons pas inventé de toilettes sèches ou de toilettes séparatives pour collecter les déjections des poissons. Parce que quand on parle de guano, on pense guano d'oiseaux marins ou guano de chauves-souris. C'est un terme qui a été inventé il y a longtemps, mais qui correspond en fait à la transformation par compostage et par broyage de déchets, de coproduits de la pêche. Donc pour la petite histoire, on dit que les habitants de l'île de Ré avaient remarqué que là où des baleines échouées avaient été enterrées, les plantes étaient plus vigoureuses, et ça aurait donné l'idée au fondateur de la société, Louis-André Angibaud, de fabriquer un engrais à base de coproduits de poisson. Et il a poussé son idée plus loin, puisqu'il a déposé un brevet en 1877, un brevet de fabrication du guano de poisson. Alors évidemment, le brevet est tombé dans le domaine public, mais on fabrique toujours du guano de poisson par compostage. Le procédé a évidemment évolué, et aujourd'hui on utilise un procédé beaucoup plus moderne et beaucoup plus technologique qu'au démarrage. Mais le produit guano de poisson existe toujours. C'est un engrais organique d'origine animale et végétale qui répond à une dénomination de la norme NFU 42001. Alors, d'où proviennent les déchets de poisson qui sont utilisés pour fabriquer le compost ? Évidemment, malheureusement, la ressource en poisson est maintenant assez critique, et la valorisation des coproduits de poisson a beaucoup changé depuis la fin du 19e siècle. Et dans un souci de mettre en place une solution vertueuse, aujourd'hui, les coproduits de poissons qui sont compostés pour fabriquer le guano sont issus d'une filière de recyclage qui a été développée par Veolia et Stef qui est le leader européen de la logistique du froid, et dont le principe est en fait que Veolia met à disposition des clients, qui sont les grossistes, poissonniers et grandes surfaces, des caisses palettes. Stef livre ces caisses palettes pleines de poissons frais aux clients, et récupère en retour les coproduits de poissons qui sont centralisés sur un site de Stef et ensuite livrés sur le site de transformation d'Angibaud. Donc l'intérêt, c'est d'une part de valoriser des coproduits qui n'étaient pas valorisés, qui n'étaient pas recyclés jusqu'à aujourd'hui, et donc de collecter et de valoriser vers une filière adaptée ces coproduits. Et puis c'est aussi de limiter l'impact environnemental de cette collecte avec cette logique de reverse logistique.
Donc, à quoi sert le guano de poisson aujourd'hui? C'est un engrais organique dont les marchés cibles sont plutôt les cultures spécialisées. Donc, la viticulture, qui est un marché historique et majeur pour Angibault, le maraîchage et l'arboriculture. Et les utilisateurs apprécient ce produit pour différents effets: la stimulation de la microflore du sol, l'influence sur la libération et l'absorption des éléments nutritifs par la plante, et des meilleurs rendements in fine. Donc on mène des travaux de caractérisation de ce guano de poisson pour toujours essayer de comprendre mieux comment il fonctionne et quels sont ses effets sur les sols et les plantes. Alors évidemment, à travers notre plan contrôle qualité, il y a des analyses des paramètres classiques d'étiquetage qui sont réalisés, la matière sèche, la matière organique, la teneur en NPK. Mais on a essayé d'aller un peu plus loin et de rechercher des paramètres plus spécifiques qui peuvent être reliés aux effets, notamment de caractériser les teneurs en oligo-éléments, de rechercher des catégories de vitamines, les vitamines B, dont on sait qu'ils ont des effets sur la croissance de certains micro-organismes, de doser les substances humiques, de rechercher les lipides, et puis de doser également les acides aminés qu'on peut retrouver dans ce produit. Donc, je m'attarde un petit peu plus longtemps sur l'aminogramme. Donc, c'est ici une représentation en radar des concentrations en différents acides aminés qu'on peut retrouver dans le guano de poisson. Et donc, on a une représentation en rouge au centre du guano de poisson, et en bleu, pour comparer, une représentation des protéines qu'on peut retrouver dans des déchets de poisson. Et en fait, ce qui est intéressant à observer, c'est qu'on retrouve un peu la signature du déchet de poisson dans le guano de poisson, avec les acides aminés majoritaires qui sont identiques dans les deux produits: l'acide glutamide, l'acide aspartique, la leucine, la proline par exemple. On s'est intéressé aussi à mesurer l'effet du guano de poisson sur l'activité respiratoire du sol. Donc on a fait ça avec l'aide du laboratoire Science, et on a donc dans des microcosmes comparé les émissions de dioxyde de carbone pendant une durée de 80 jours, en comparant un témoin avec le sol et des mélanges sol plus guano de poisson à 3 doses croissantes. Et donc on obtient le résultat sur ce graphique, où en bleu on a le sol et les 3 doses de guano de poisson en mélange avec le sol, en couleur verte, violette et orange. Et donc ce qu'on observe, c'est qu'on a une activité, une production du CO2 qui est augmentée en présence de guano de poisson, et un effet dose qui est observable. Alors on peut supposer que c'est plutôt lié à une intensité de l'activité plus qu'en fait à l'apport de carbone apporté par le guano de poisson, ou par l'effet sur la quantité de micro-organismes, parce que ici on a des chiffres qui rapportent en fait la quantité de CO2 émise par rapport à la quantité de carbone apportée par le produit lui-même, et en fait on voit qu'elle est inversement proportionnelle à la quantité de produit apporté. Et puis ici, en fait, on a fait des extractions d'ADN pour essayer de quantifier la population de micro-organismes totale dans ces microcosmes. Et ce qu'on observe ici, c'est qu'à la fin des incubations, on n'a pas vraiment d'augmentation réelle de la quantité de micro-organismes dans les microcosmes. On n'a pas d'effet en fait dose ou d'effet de l'apport sur la quantité totale. Donc on a plutôt l'impression que c'est un effet sur l'activité des micro-organismes eux-mêmes. Toujours sur ces microcosmes, on a essayé d'aller un peu plus loin à partir des extractions d'ADN et d'aller observer sur certaines familles de micro-organismes ce qu'on pouvait voir. Et donc ici, j'ai mis 3 exemples. Ici, 2 exemples de phylum de bactéries, et ici, un genre de champignons. Donc les acidobactéries qui sont ici, qui sont des bactéries dont l'abondance a tendance à augmenter quand le sol vieillit ou quand il est soumis à un stress environnemental. Et puis ici le phylum des actinobactéries, qui est à contrario un groupe de bactéries qui a plutôt tendance à se développer dans des environnements stables, peu perturbés, riches en matière organique, un groupe qui colonise les milieux de manière lente et stable, et qui a des capacités à dégrader des matières organiques assez récalcitrantes. Et donc ce qu'on observe ici, c'est que sur des bactéries, sur les acidobactéries, on a une tendance à la diminution, et sur les actinobactéries, on a une augmentation significative de la population.
Et là, de la même manière, on a les champignons avec des groupes qui sont les Mortierella, qui c'est un groupe qui est présent dans des environnements riches en matière organique et capable de dégrader la chitine et certaines hémicelluloses. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, la présence du guano de poisson permet d'augmenter significativement ces populations dans les microcosmes. Donc tout ça pour dire qu'en fait, sur ces quelques indicateurs, on peut observer qu'on a un effet plutôt positif sur les populations de bactéries et de champignons de ce produit. Et cette dernière slide de résultats pour parler un peu de ce qui intéresse beaucoup les producteurs, à savoir l'effet de ce type de produit sur l'absorption par la plante de l'azote et la minéralisation de l'azote dans les sols. Donc on s'est intéressé à la fois à l'effet sur l'azote organique et sur l'azote minéral. Donc commençons par l'azote minéral. Une expérience en vase de végétation menée en serre sur raigrats comparait en fait une fertilisation minérale seule à une fertilisation minérale additionnée de guano de poisson. Et la quantité d'azote absorbée par la plante a été suivie. Et ce qu'on peut observer ici, c'est d'une part qu'on a une augmentation globale de l'azote absorbé par la plante, entre la modalité qui a reçu du guano de poisson et celle qui n'en a pas reçu. Mais ce qui est plus intéressant, c'est d'observer en fait l'effet sur l'azote minéral, qui était de l'urée apportée à côté du guano de poisson et qui était marqué à l'azote 15, qui nous a permis de la tracer dans la plante. C'est qu'on a une augmentation de cette absorption en présence de guano de poisson. Et puis sur l'azote organique, on a fait tout simplement des minéralisations de l'azote au laboratoire. Alors on l'a fait sur le compost de poisson seul, sur une protéine animale, une matière organique d'origine animale seule, et on l'a fait sur le mélange de ces deux matières organiques. Et ce qu'on observe ici sur ce graphique, il y a la courbe grise qui représente en fait, par simple calcul de ratio de mélange, ce qu'on aurait pensé obtenir, et puis ce qui a été réellement mesuré lors de l'incubation. Et en fait, on se rend compte qu'il y a que le réellement mesuré est supérieur à ce qu'on aurait pensé obtenir initialement. Donc, en conclusion de cette slide, c'est que le guano de poisson semble avoir un effet positif sur à la fois la minéralisation de l'azote et organique et l'absorption de l'azote minéral par les plantes. En conclusion générale de cette présentation, donc le guano de poisson, un engrais organique qui existe depuis longtemps, qui est issu d'un savoir-faire développé par Angipo depuis un siècle et demi, un produit qui est issu de l'économie circulaire, on essaye toujours de comprendre mieux comment il fonctionne et de manière à faire des préconisations plus pertinentes et plus précises auprès des clients. Et puis c'est un produit qui est la base d'une large gamme de produits chez Angipo, qui est utilisé en mélange avec d'autres types de matières végétales ou animales pour former des gammes d'amendements, d'engrais organiques et d'engrais organominéraux. Et dont une grande... Oh, pardon, je me tombe toujours de touche. Dont une grande partie est utilisable en agriculture biologique et porte le label fertilisant durable de la FAIA. Merci à tous. Merci.